Elles aussi veulent qu'on rende hommage aux héros qu'ils considèrent que les membres de leur famille ont été. Je ne sais pas si c'est en termes d'héroïsme que la question est posée. Moi, ce qui me frappe à chaque fois que je prends la parole sur la Grande Guerre devant un public, les gens me disent, la première question, c'est moi, mon grand-père. Donc nous sommes ici des gens peut-être de la 3e ou 4e génération après les soldats, c'est pas encore si loin. Et le lien de filiation, qui est essentiel dans toute société, ce lien de filiation reste extrêmement vif avec les acteurs, et notamment les soldats de la Première Guerre mondiale. Et je crois que cette idée de maintenir la filiation, de maintenir le souvenir et de rendre hommage, et de rendre hommage dans le plus long terme, en amenant finalement ces objets pour qu'ils soient pris en charge par d'autres, parce que l'on sait que dans sa propre famille, eh bien, cette prise en charge finalement va s'affaiblir. J'ai vu très souvent l'histoire de Péronne, j'ai dit voilà, après moi plus personne va s'y intéresser, donc c'est le moment de vous amener ces objets, et je vous les amène gratuitement, et je vous les amène pour des chercheurs. Eh ben, je crois que ça, si vous voulez, c'est le réflexe profond. La question que je me pose comme historien, c'est combien de temps ça va durer. C'est-à-dire, dans combien de temps, au fond, la phrase qu'avait dite Nicolas Sarkozy au moment des obsèques du dernier poilu en 2008, nous ne les oublierons jamais. Quand est-ce que cette promesse, quand est-ce qu'elle ne pourra plus être tenue? Ça, c'est la question que je me pose en tant qu'historien. C'est bien l'histoire qui le dira. Julien Benzina, à propos des objets personnels, vous êtes en compagnie de Colette Merlin. Elle a 80 ans et elle est venue sur les Champs-Élysées ce matin avec des objets personnels de son oncle et de son beau-père. Oui, Madame Merlin, montrez-nous parce que, eh bien, vous avez les photos, des photos qui vous sont chères et qui ont aujourd'hui une résonance particulière. Ça, c'est mon oncle, le grand frère de ma mère, qui est décédé en 18. Il a dû mourir à Paris puisqu'il est enterré dans un cimetière parisien. Et là, c'est la bague qu'avait mon beau-père, qu'a fait mon beau-père dans les tranchées, qui lui est mort beaucoup plus tard, et qui s'est marié en 1914, qui a d'abord fait 3 ans de service militaire, qui s'est marié, et hop, après, il a fait 4 ans de guerre. Donc j'imagine aujourd'hui une émotion particulière de venir avec ces souvenirs-là. Pour quelle raison? Je les garde pour en souvenir d'eux aujourd'hui. Il faut que quelqu'un s'en rappelle puisque tout le monde est parti. Je pense que je suis une des dernières à me souvenir de lui. D'abord parce que tous les 11 novembre, j'allais avec ma mère sur sa tombe à Pantin. Donc j'étais pas très contente. Et maintenant, qu'avec l'âge venant, je me rends compte de l'importance que ça avait. Et en souvenir aussi de mon grand-père qui a souffert beaucoup de la perte de son fils et qui a dû en 1940 revoir la guerre puisque mon père était prisonnier, son gendre, et ses 2 petits-enfants étaient aussi prisonniers de guerre. Une résonance toute personnelle aujourd'hui pour ce centenaire. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Vous voyez Marie, beaucoup d'histoires et beaucoup d'émotions sur les champs aujourd'hui. Merci Jeanne-Élise Julien. Je voulais juste ajouter une chose à ce qui était dit tout à l'heure sur les soldats. Alors pour ce qui est de l'âme du soldat, je n'en sais rien. Ce qui est incontestable, c'est que le soldat d'il y a un siècle n'est plus celui d'aujourd'hui. Je voulais ajouter que la société non plus. La société a beaucoup changé et ça explique qu'il y ait une forme d'incompréhension finalement, d'étrangeté, de distance avec ce conflit. Aujourd'hui, on a du mal à en cerner les enjeux. On a du mal aussi parfois à comprendre pourquoi ils ont fait ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils ont enduré ce qu'ils ont enduré, pourquoi les populations ont fourni l'effort qu'elles ont fourni, etc. Et en même temps, ce qui est remarquable, c'est que cette guerre, elle est quand même utilisée comme une ressource. Et donc, à la fois du côté des individus qui ils cherchent aussi une généalogie familiale, comme cette dame qu'on a vue avec ces objets qui sont tout à fait typiques d'un certain nombre de gens, mais aussi du côté des politiques. On voit à quel point ils cherchent des figures. Clémenceau ce matin, mais ça peut être aussi le poilu plus généralement. Alors, héroïque ou victime, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Plutôt le poilu ordinaire d'ailleurs que le chef. Mais en même temps, c'est fédérateur comme figure, donc chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. On y cherche aussi un message dans cette guerre, alors sans doute moins le message de l'époque qu'un message plus distancié, un message de paix, comment maintenir la paix, c'est tout ce qui débouche aussi sur les discours sur l'Europe, etc. Donc on a à la fois une
une distance, une incompréhension, hein, d'où le rôle, je pense, des historiens pour essayer de comprendre les choses. Et en même temps, on voit à quel point cette mémoire, elle sert à construire le présent, à mettre en avant des valeurs du présent, à élaborer éventuellement des mémoriaux comme celui de cet après-midi qui n'a finalement plus grand-chose à voir avec le reste de la nécropole de Notre-Dame de Lorette ou les monuments aux morts en général qui ont toujours été très nationaux. Une chose frappante. Pierre Ferrand, pendant que François Hollande, vous voyez, prend un bain de foule avec des adolescents. Oui, ça tarde. Effectivement.